Et notre invité, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc Toiti, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a évidemment envie d'avoir votre analyse dans cette situation politique compliquée, mais avec beaucoup de menaces sur la situation économique et notamment de menaces agitées par les politiques. Alors on a envie d'y voir plus clair avec vous. Le gouvernement d'abord, qui depuis quelques jours agite la menace d'un scénario à la grecque, ce sont leurs mots, en cas de censure. Est-ce qu'on en est vraiment là? Alors, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une tempête financière qui a déjà commencé. La dette publique française est menacée, dans la mesure où on le voit depuis quelques jours. Les taux d'intérêt que paye l'État sur sa dette publique sont supérieurs aux taux d'intérêt de la plupart des pays de la zone euro. Alors bien sûr, l'Allemagne, avec un écart de taux, ce qu'on appelle le spread, qui a augmenté. On est monté à quasiment 1 point d'écart, ce qui est du jamais vu depuis 2012. Mais surtout par rapport à d'autres pays. Par exemple, le Portugal, l'Espagne et même la Grèce. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État français doit payer plus cher que la Grèce pour financer cette dette publique. Donc ça veut dire que les investisseurs... Mercredi, on a emprunté brièvement un taux supérieur à celui de la Grèce. Alors ça, c'est sur le taux d'intérêt à 10 ans, mais si on regarde sur le taux d'intérêt à 5 ans, par exemple, là, le taux d'intérêt français est supérieur largement au taux de la Grèce. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs se disent aujourd'hui, j'ai plus confiance dans la Grèce, ou dans le Portugal, ou dans l'Espagne, etc., pour réduire son déficit public, qu'en la France. Et d'ailleurs, c'est le cas. Comme vous le savez peut-être, la France est le seul pays de la zone euro qui a augmenté son déficit public ces 2 dernières années. C'est-à-dire que tous les pays de la zone euro, ils ont fait des efforts, ils ont réduit leur déficit. Même l'Italie, par exemple, vous voyez, c'est quand même bon. Et pas nous. Nous, on a continué de l'augmenter dans des proportions assez dramatiques. Parce que, comme vous le savez, cette année, monsieur le maire avait promis à un an un déficit public inférieur à 5%. On va être au moins à 6,5% par rapport au PIB. Quasiment 200 milliards d'euros. Oui, donc c'est des sommes énormes. Mais pourquoi ça tient à des décisions politiques ou il y a autre chose? Ou c'est un manque de courage politique? Ça tient d'abord à des erreurs politiques, des erreurs stratégiques. C'est-à-dire que, effectivement, moi je l'ai souvent dit, notamment Bruno Le Maire, mais à tous ceux qui voulaient l'entendre, il faut arrêter d'augmenter cette dette publique. On l'a fait effectivement pendant le coronavirus, c'était en mars 2020, mais après on a continué. Une sorte de fuite en avant permanente. Il y avait une sorte d'aveuglement puisque... les dirigeants disaient, ne vous inquiétez pas, cette dette publique, elle est financée par la Banque Centrale Européenne, donc on risque rien. Et donc les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Et c'est pas vrai? Évidemment, c'est une grave erreur. C'est-à-dire que mécaniquement, c'est vrai qu'on avait ce qu'on appelle cette planche à billets, avec la Banque Centrale Européenne, via la Banque de France, donc financer cette dette publique. Finalement, on n'a pas le droit de le faire normalement. Mais bon, c'était le corona, etc. Et après, on a continué. Donc, et ça veut dire qu'on a raté la sortie, l'après-Covid, on l'a raté économiquement? Complètement, surtout c'est une sorte de drogue dure, j'ai envie de dire. On s'est habitué à cette dette publique. On dit, il faut que ça continue. Et c'est vrai que tant que les taux d'intérêt étaient bas, on pouvait dire, d'autres économistes également disaient ça, non mais c'est pas grave, ça coûte rien, etc. Ce qui était un mensonge. C'est les conséquences du quoi qu'il en coûte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prise de conscience et chez les politiques et chez les Français de ce qu'est la dette. Maintenant, ça y est, on commence à comprendre. Parce qu'encore une fois, moi, je n'ai pas arrêté d'alerter. On ne me croyait pas à l'époque. Mais vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Comme effectivement cette dette publique a continué d'augmenter, qu'il n'y a plus cette planche à billets de la Banque Centrale Européenne, eh bien mécaniquement, du moins, plus beaucoup, parce qu'hier elle est intervenue un petit peu, mais bon, néanmoins il n'y a plus beaucoup. Et bien, à ce moment-là, les taux d'intérêt augmentent. Et quand les taux d'intérêt augmentent, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ça augmente le coût de la dette pour l'État français. Donc aujourd'hui, rendez-vous compte, cette année par exemple, on va payer 60 milliards d'euros juste pour les intérêts de la dette. L'année prochaine, ça sera autour des 75 milliards. C'est à peu près un budget comme celui de la Défense, par exemple. C'est énorme. C'est-à-dire qu'en 5 ans, ça va nous coûter 300 milliards. Vous vous rendez compte? Ce qu'on fait avec 300 milliards d'euros, combien d'hôpitaux pour construire, combien d'aides on peut donner, etc. Mais combien de soutien à l'économie. Et tout ça, c'est foutu en l'air, excusez-moi l'expression. C'est parce que c'est complètement, je dirais, gaspillé, parce que c'est juste pour payer les intérêts de la dette. Donc c'est pas du social, c'est pas de l'investissement, c'est rien finalement. Donc bien sûr que cette dette publique nous coûte très cher. Mais en plus, ça c'est pour l'État. Et ça coûte également à l'économie française. Parce que quand les taux d'intérêt augmentent, ça casse la consommation, ça casse l'investissement. Parce que quand les taux d'intérêt de l'État augmentent, tous les taux d'intérêt que nous payons, les ménages, les entreprises, augmentent aussi. Donc ça casse l'investissement, d'où effectivement cette récession que nous avons aujourd'hui en France qui est en train de revenir, avec, je le voyais tout à l'heure, on en parlait, les plans sociaux qui augmentent. Ça vient de là. Alors juste, c'est intéressant, on va revenir parce que évidemment les gens qui nous écoutent, ils ont envie de savoir aussi quelles vont être les conséquences pour eux. Ça veut dire que demain, un Français qui veut emprunter, il empruntera plus cher. Clairement, ça a déjà commencé. Regardez le secteur de l'immobilier par exemple, de la construction. Je ne sais pas si on se rend compte, parce qu'on ne connaît pas forcément les chiffres. Ça fait 13 trimestres consécutifs que l'investissement logement des ménages en France baisse. 13 trimestres. On n'a jamais vu ça. J'ai vérifié dans l'histoire de France, depuis qu'on a les statistiques de l'INSEE, on n'a jamais vu ça. Donc c'est un marasme. Et derrière la construction, vous connaissez le dicton. Quand le bâtiment va, tout va. Quand il ne va pas, rien ne va plus. Donc c'est exactement ce qui se passe. Rendez-vous compte qu'on a aujourd'hui 300 000 emplois menacés dans le bâtiment aujourd'hui en France.
qui sont en train de disparaître. C'est dramatique. Oui, parce que derrière, et bien sûr, il y a des emplois, mais il y a des familles. Donc il y a un risque sociétal dramatique. Et normalement, justement, c'est là que doit intervenir l'État. Quand ça va mal, l'État doit être là pour soutenir l'économie. Sauf qu'il a tellement dépensé un peu n'importe comment ces dernières années qu'il n'a plus les moyens de le faire. Vous savez, il y a quelque chose de très important. C'est que ces dernières années, qu'est-ce qui a le plus augmenté dans les dépenses publiques? Les dépenses de fonctionnement. C'est pas incroyable? C'est-à-dire que, vous voyez, quand une entreprise va mal, on réduit ses dépenses de fonctionnement. On commence par ça. Là, c'est exactement l'inverse. Ça allait très mal et on a continué d'augmenter ses dépenses de fonctionnement, plus 15% en 3 ans, alors que les dépenses totales n'ont augmenté que de 12%. Donc, c'est pas sérieux. Et ça aussi, on me dit souvent, on ne peut pas baisser la dépense publique. J'entendais le sénateur tout à l'heure, oui, non, il nous dit qu'il faut même l'augmenter. Nous sommes numéro 1 du monde des dépenses publiques. Il n'y a pas un pays dans le monde qui fait plus que nous. Et on veut encore les augmenter. Non, c'est pas sérieux. Et on me dit, oui, on ne peut pas les baisser parce que c'est du social. C'est vrai qu'en France, 33% des dépenses publiques, ce sont des prestations sociales. Donc, c'est compliqué de les baisser. Par contre, quel est le deuxième poste? Les dépenses de fonctionnement. Oui, donc ça c'est baissable. Ça, on peut effectivement les baisser sans faire de drames, je dirais, sociaux. Donc voilà, il faut aujourd'hui avoir le courage de regarder la situation en face. Et les mesures qui sont annoncées même dans le budget, je le dis déjà à présent, le budget 2025, il est déjà caduc, puisqu'il tape sur une croissance de 1,1% l'année prochaine. Or là, si on regarde les indicateurs avancés, on est autour des 0,5%. Donc on n'aura pas du tout les recettes. Donc là, ça m'amuse parce qu'on chipote sur 2-3 milliards, vous savez, à droite, à gauche. Mais là, on a déjà 15 à 20 milliards qui vont disparaître à cause de la faiblesse de la croissance. Donc ça veut dire qu'on n'atteindra jamais les 60 milliards. Même sans revenir sur les annonces hier de Michel Barnier, pour vous, on atteint combien Alors, si on reste... Moi, je vais être très clair. Je veux dire, cette année, on a un déficit public qui sera autour des 200 milliards. On fera la même chose l'année prochaine. C'est-à-dire que si rien ne change, entre guillemets... Donc il n'y a aucune baisse du déficit public? Non, pas du tout. Mais non, encore une fois, je viens de le dire. C'est-à-dire que comme on a une croissance beaucoup plus faible, on n'y arrivera pas. Donc... Je rappellerai que Bruno Le Maire avait fait le même coup l'année dernière. Il avait dit oui, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Et moi, en début d'année 2024, j'avais dit non, on sera au moins à 6% de déficit. Et on me riait au nez. Là, on est à 6,5%. Vous voyez, donc là, c'est pareil, on dit on sera sous les 5. Et même hier, M. Barnier, il n'ose plus trop le dire. Bon, on va faire le maximum pour réduire la hausse. 5%. Pour réduire la hausse. Ouais. Mais pour vous, on ne sera pas aux 5% en 2025. On sera à combien? On sera encore à 6,1 comme là? Au moins à 6. Bien entendu. C'est inévitable, puisqu'encore une fois, vous avez cette croissance qui baisse. Donc quand la croissance baisse, ça veut dire qu'il y a moins de recettes fiscales. Inévitablement. Et surtout, il y a plus de dépenses, que le chômage augmente. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur l'emploi est dramatique parce que le chômage qui augmente, évidemment, ça génère des coûts et ça fait moins d'activité économique. Donc c'est une sorte de cercle pernicieux. C'est-à-dire que si la croissance s'effondre, à ce moment-là, donc j'ai moins de recettes fiscales, donc j'ai un déficit public qui augmente. Et si le déficit public augmente, à ce moment-là, j'ai les taux d'intérêt qui vont encore augmenter, ce qui va casser la croissance encore. Et ouais, c'est le cercle vicieux. Et donc, hausse du chômage derrière. Ouais, exactement. C'est ça, encore une fois, il faut qu'on sorte de ce scénario catastrophe. Et pour l'instant, malheureusement, on n'en prend pas le chemin. C'est ça qui est dramatique. Et évidemment, avec ce qui se passe aujourd'hui, si jamais il y a une motion de censure qui passe, c'est évident que là, la dette de la France va être attaquée. On a déjà quelles conséquences, juste? Il y a une motion de censure qui passe, parce que c'est un peu ça, le gouvernement fait peser des menaces là-dessus. Si la motion de censure passe, quelles conséquences concrètement? Alors, le budget tombe, d'accord, mais quelles conséquences pour les Français? Alors déjà, on le voit, même sans motion de censure, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Donc ça veut dire que ça nous coûte cher, d'un point de vue économique. Mais si effectivement cette motion de censure, ça veut dire que on va remettre le budget de l'année dernière, on va le mettre en 2025. Donc au moins le même déficit. Sachant qu'il y aura moins de croissance, donc peut-être même plus de déficit. Sauf qu'à partir de là, évidemment, les investisseurs vont s'inquiéter. Ce soir même, nous avons l'agence Standard & Poor's qui va peut-être dégrader la note de la France. On est toujours double A par miracle. On ne mérite plus notre double A, mais on l'est quand même. Nous le sommes quand même, tant mieux. Là, on peut passer simple A. Et là, c'est très dangereux parce que pour beaucoup de banques, par exemple, d'investisseurs, de compagnies d'assurance, même françaises, qui achètent cette dette publique française, ils l'achètent parce qu'on est double A. Si on se passe simple A, ils ne vont plus l'acheter. Or, l'année prochaine, l'État français va émettre 300 milliards d'euros de nouvelles dettes. Donc il faut trouver des acheteurs. Donc si effectivement on est simple A, c'est pas qu'ils ne veulent plus acheter du français, c'est qu'effectivement on n'est plus dans le cahier des charges. Et il se passe quoi s'il n'y a pas d'acheteurs? Et bien à ce moment-là, les taux d'intérêt augmentent. Et même ils peuvent flamber, parce que là on est à 3%, on peut monter à 4, 5. Alors a fortiori, si on a effectivement cette motion de censure, ou si on a un gouvernement NFP qui prône la hausse des dépenses et la hausse des impôts, alors que nous sommes déjà numéro 1 du monde des impôts, là on peut monter à 5, 6. Vous voyez, donc, encore une fois, de taux d'intérêt. Et encore une fois, bien sûr, c'est l'État qui paye, mais c'est surtout les Français
qui vont payer. Mais par exemple, le NFP, il dit non, mais on peut trouver de l'argent autrement, on peut taxer plus les plus riches, on peut augmenter les impôts des plus riches. Pour vous, c'est pas une solution? Non, c'est du dogmatisme. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai été prof à la fac pendant pas mal d'années, et même à Sciences Po. C'est ce qu'on apprend aux étudiants en économie en première année. On leur dit, si vous augmentez les impôts, alors qu'on est déjà en France numéro 1 des impôts, donc c'est-à-dire qu'on part de très haut. Si on augmente encore, qu'est-ce qui va se passer? Ça va casser l'activité économique. Donc ça va faire moins de croissance, donc on va réduire l'assiette fiscale. Donc on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Oui, donc il n'y aura pas de recette fiscale à la rentrée, à l'arrivée. Pareil sur qu'on va taxer les grandes entreprises. Ok, pourquoi pas? Sauf qu'elles sont déjà taxées, mais surtout, 80% des profits des grandes entreprises sont faits à l'étranger. Ils ne sont pas faits en France. Donc comment on va les taxer parce que les profits sont faits à l'étranger? Idem pour les riches, etc. Là, on annonce des chiffres incroyables, 75 milliards d'euros. Tout ça sort, ça. Déjà, les riches ne vont pas se faire plumer. La plupart, déjà, ne sont plus là, malheureusement. Et après, on crée une sorte d'exode fiscal. Et qui va payer la facture? Comme d'habitude, c'est la classe moyenne. Et le drame de la France aujourd'hui, c'est que la classe moyenne, qui était forte, évidemment, en France, est en train de s'appauvrir. Donc c'est ça qui est très dangereux. On est en train de vivre un risque social ou sociétal. Et c'est en cela qu'on ressemble à la Grèce. C'est-à-dire que, même si pour l'instant, heureusement, nous ne sommes pas la Grèce, il n'y a pas de risque aussi fort de crise à la grecque, mais je me souviens, au début de la crise grecque, les Grecs disaient « nous ne sommes pas l'Argentine ». Vous voyez, nous on fait pareil aujourd'hui, mais nous ne sommes pas la Grèce. Tout peut arriver. Ça veut dire qu'on peut devenir la Grèce, nous aussi. Évidemment, c'est-à-dire que si, vous savez, ça fait 30 ans que je travaille proche des marchés financiers, une fois qu'une crise commence, une fois que la confiance est cassée, pour restaurer la confiance, ça prend des années. Et entre-temps, vous savez ce qui s'est passé en Grèce? Et ça, je ne le souhaite pas, bien sûr, parce que c'était dramatique. Le PIB grec a chuté de 30%. C'est-à-dire que c'était un cataclysme pour les Grecs eux-mêmes, avec une baisse des retraites, les fonctionnaires qui n'étaient pas payés, etc. Donc un effondrement de l'activité, un chômage qui a flambé. Et sachez qu'aujourd'hui même, parce que la Grèce, heureusement, elle a remonté la pente, mais aujourd'hui où nous parlons, donc en 2024, le niveau du PIB grec, donc la richesse qu'on crée en Grèce, est encore 20% inférieur au niveau de 2008. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'ils vont retrouver leur niveau de richesse de 2008 peut-être en 2032. C'est dramatique. On ne veut pas ça pour la France. Vous voyez, mais ce qui m'effraie, c'est qu'aujourd'hui, justement pour des démarches de politique politicienne, eh bien, on se rend compte que c'est ce qui pourrait nous arriver. Je ne le souhaite pas, bien sûr, mais il faut faire très attention. Si la crise de confiance s'installe, les taux d'intérêt peuvent augmenter très rapidement. Ça devrait nous réveiller quand même que le taux d'intérêt français dépasse le taux d'intérêt du Portugal, par exemple, ou de l'Espagne, ou de la Grèce. Ça devrait nous réveiller. Non, on ne fait rien. On chipote à 2 ou 3 milliards. Non, il faut être sérieux. La situation aujourd'hui est grave. Il faut se réveiller justement pour éviter le pire. Qu'est-ce qui se passe si jamais le budget est rejeté et le budget tombe? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Est-ce que, par exemple, les salaires des fonctionnaires seront toujours bien payés? Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est le scénario américain qu'on appelle le shutdown. Ça veut dire aux États-Unis, il y a un plafond de la dette. Donc, ça s'est arrivé dernièrement, sous Trump d'ailleurs. C'est-à-dire que si, effectivement, le Congrès ne revote pas un nouveau plafond de la dette, tout s'arrête. Donc, on ne paye pas les fonctionnaires, etc. Donc chez nous, non. Alors, chez nous, c'est différent. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de budget qui est voté le 31 décembre, on ne peut pas engager les dépenses de l'État, on ne peut pas ponctionner les impôts, etc. Donc comment va-t-on faire? Alors il y a une solution miracle, c'est ce qu'on appelle une loi spéciale, où justement on duplique le budget de 2024 pour 2025. Voilà, en urgence, et à ce moment-là, ça permettra d'avancer, entre guillemets, mais sauf que si c'est le cas, ça veut dire qu'on aura au moins autant de déficit que cette année, voire mais même pas de conséquences plus. Pour les fonctionnaires. Non, pas de conséquences sur les fonctionnaires. Est-ce que pour les Français, par exemple, on pourrait toucher à leur porte-monnaie? Est-ce que l'épargne des Français pourrait être touchée? Alors là, c'est vraiment le scénario catastrophe, parce que, bien entendu, c'est la tentation qui est énorme. Parce qu'on vous dit, aujourd'hui, il y a 6 000 milliards d'euros d'épargne des Français. Bon, donc ça serait bien qu'on puisse ponctionner dessus. Attention, cette épargne, elle a déjà été ponctionnée, puisque l'épargne, c'est quoi? Vous avez votre revenu, vous consommez, ce qui reste, c'est l'épargne. Donc, ça a déjà été taxé. Et après cette épargne, chaque année, si vous faites des petits dividendes, c'est taxé également. Donc, ça veut dire qu'on a déjà payé des impôts sur l'épargne. Si on veut encore augmenter ces impôts, alors forcément, faire une ponction sur l'épargne, ça serait dramatique. Alors là, pour le coup, ça créerait une crise de confiance des Français eux-mêmes. Donc, avec derrière un exode, je dirais, de notre épargne. Ça serait évidemment extrêmement dangereux. Par contre, le danger, c'est qu'effectivement, on augmente encore la pression fiscale qui pèse sur cette épargne. Et donc, là, c'est pourquoi aujourd'hui les Français commencent à s'inquiéter. J'espère qu'on ne le fera pas, bien entendu, parce qu'il y a d'autres solutions. Vous savez, nous sommes numéro 1 du monde des impôts et des taxes. Il n'y a pas un pays dans le monde qui fait plus que nous, donc par rapport à notre PIB. Donc il ne faut surtout pas augmenter ces impôts et ces taxes. Moi, je dis même, il faut même les baisser.
pour relancer la confiance et relancer la croissance. Par contre, il faut réduire les dépenses, notamment de fonctionnement. Il faut lutter contre Mais juste, qu'est-ce qu'on met précisément derrière dépenses de fonctionnement? C'est très clair. On met effectivement tout ce qui est les salaires, par exemple, et parallèlement tout ce que sont les dépenses, je dirais, de fonctionnement, c'est-à-dire les fournitures, etc., et autres, les frais de bouche. Enfin, bon, et le train de vie de l'État, quoi. Le train de vie de l'État. Et donc, ça aussi, je dis souvent, parce que je suis justement au Sénat, on me dit souvent, oui, c'est les collectivités locales. Pas du tout. Vous savez que depuis 10 ans, 91% du déficit public vient de l'État. Donc c'est un problème de l'État. L'essentiel de la hausse des dépenses de fonctionnement vient de l'État. Donc c'est l'État central qui doit aujourd'hui faire effectivement des efforts. Les collectivités locales, comme vous savez, font des efforts parce qu'elles n'ont pas le droit de voter des budgets en déficit. Parfois ça arrive, mais néanmoins, elles n'ont pas le droit de le faire. Donc c'est limite les dégâts. Et donc c'est ça aujourd'hui le vrai enjeu. Mais faire des efforts, c'est dans son train de vie ou ça pourrait être touché au salaire? Non, on ne peut pas toucher au salaire globalement, mais c'est déjà par exemple ce qui avait été promis par Nicolas Sarkozy, par exemple, mais par d'autres également. On ne va pas remplacer les fonctionnaires qui partent à la retraite. Supprimer des postes de fonctionnaires. Oui, c'est-à-dire en fait, simplement, encore une fois, l'État français, il est surpuissant. Il n'y a pas un État dans le monde qui est aussi puissant que nous. Vous voyez, aujourd'hui, ça m'amuse parce que je vois aux États-Unis, les Américains, ils veulent réduire le train de vie de l'État. L'Argentine également fait pareil. Sauf que dans ces pays-là, c'est à combien le poids des dépenses publiques par rapport au PIB ? 37%. Chez nous, on est à 57%. Donc je veux dire, eux, à la guerre, ils n'ont pas assez de dépenses publiques. Et pourtant, ils veulent les baisser. Alors que nous, évidemment, on en a beaucoup trop. Ouais. Donc il faut les réduire pour, encore une fois, rendre l'économie plus efficace. Parce que ne nous leurrons pas. D'où vient l'argent de ces dépenses publiques ? De nos impôts. Et inversement, si on réduit ces dépenses publiques, il y aura moins d'impôts. Et donc on pourra libérer l'économie française, nos entreprises, les ménages. Et on pourra sauver la France. Parce que là, on en est là. Il faut sauver l'économie française. Sinon, elle va malheureusement s'effondrer. De combien il faudrait baisser le nombre de fonctionnaires ? Alors, moi, je parle plus en termes d'enjeux, on va dire, parce que je ne veux pas faire une lutte contre les fonctionnaires. On a besoin de fonctionnaires, on a besoin de services publics. Ça, c'est absolument indispensable. Moi, je le dis souvent, je viens des cités HLM d'Orly, donc on a besoin, j'ai eu la chance d'avoir des aides, etc. Simplement, aujourd'hui, quand on a un taux de chômage de 60% des jeunes dans les cités HLM, je me dis, où va l'argent ? Vous voyez, depuis 2020, la dette publique française a augmenté de 850 milliards d'euros. Alors que sur la même période, le PIB français, donc la richesse qu'on crée en France, a augmenté de 450 milliards. Il manque 400 milliards. Vous vous rendez compte, c'est du bon sens. On a mis 850 milliards de dettes, on a récupéré 450 milliards de PIB. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il faut rationaliser cette dépense publique, c'est-à-dire réduire d'au moins 50 milliards d'euros les dépenses de fonctionnement. Il faut également lutter contre les fraudes fiscales et sociales. Ça va là aussi ramener autour des 50 milliards d'euros sur une année. Et c'est possible aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, etc. Ça peut aller très très vite. Voilà. Donc les recettes existent. Moi, encore une fois, je suis pour la baisse des impôts parce que c'est comme ça qu'on va relancer la croissance. Donc j'ai fait une simulation, on peut la voir sur ma chaîne YouTube. Mais c'est vrai que en réduisant les impôts et en réduisant les dépenses, on peut réduire le déficit public aujourd'hui en France de 70 milliards d'euros. Oui, c'est pas du 3 ou 4 milliards, ouais. 70 milliards d'euros. Donc c'est possible. Est-ce qu'on peut redresser les finances publiques sans travailler plus ? Encore une fois, le problème du travail, c'est très simple. Déjà, c'est ce qu'on fait pendant ce travail. Il faut qu'on soit également productif. Et surtout, on a oublié l'essentiel. D'où vient la création de richesse ? Elle vient du travail. C'est vrai que pendant le coronavirus, on a cru, voilà, on se disait, on était chez nous, et puis on avait des chèques qui tombaient ou des virements qui tombaient. C'est pas parce ça, que Bruno Le Maire, il dit, on ne pourra pas réduire structurellement les finances publiques si on ne travaille pas plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou est-ce que c'est pas forcément la solution ? Encore une fois, c'est un autre débat. Mais c'est sûr qu'il faut aujourd'hui permettre aux Français, ceux qui le veulent, de travailler plus et de gagner plus. Ce qu'on a souvent dit, mais ça ne s'est jamais réalisé. C'est ça le drame. C'est que, bien sûr, moi je comprends qu'il y ait des Français qui n'aient pas envie de travailler plus. Très bien, c'est leur choix. À ce moment-là, ils auront des revenus en conséquence. Puis ceux qui veulent travailler plus, ils auront également des revenus en augmentation en conséquence. Il faut donner le choix, effectivement, comme pour la retraite. Il faut donner le choix à ceux qui veulent partir plus tôt ou plus tard, ils auront une retraite en conséquence. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'on est complètement déresponsabilisé. Vous voyez, aujourd'hui, on lui dit « si ça va mal en France, c'est à cause de Trump ». Il n'est même pas arrivé qu'on dit que c'est à cause de lui. C'est le bouc émissaire idéal. Avant, c'était Poutine, maintenant, c'est Trump. Non, ce qui nous arrive, c'est à cause de nous. C'est-à-dire c'est la gestion de nos finances publiques, c'est ce qui a été fait par nos dirigeants. La situation économique française, c'est ce qui a été fait par l'ensemble du pays. Et donc aujourd'hui, il faut se reprendre en main et il faut que justement, c'est la force, c'est l'importance du politique. Il est là justement pour sauver la France. Il faut arrêter le déni de réalité, parce que dire, comme le disait Bruno Le Maire notamment, mais pas que lui, ça y est, c'est les 30 glorieuses, c'est le plein emploi. Non, il faut être sérieux. Évidemment, quand on dépense des milliards d'euros de dette publique comme ça, je dirais pour rien, c'est facile de dire ça. Non, la situation française aujourd'hui est très grave.
Nous avons une récession qui est en train de revenir. On voit qu'il y a des plans sociaux tous les jours, des licenciements qui augmentent, le taux de chômage qui augmente, même l'inflation qui est en train de repartir à la hausse. Donc voilà, il faut quand même être prudent et il faut être responsable. Donc oui, moi je pense qu'il faut travailler plus, mais encore une fois, c'est un choix de chaque Français. Et surtout, il faut libérer la France, il faut réduire cette pression fiscale. Encore une fois, ce n'est pas les grandes entreprises, parce qu'elles sont déjà à l'international. Donc elles payent moins d'impôts que les petites entreprises. Le drame, ce sont les PME, les petites entreprises. Vous savez, il y a les chiffres de la Banque de France qui sont sortis il y a quelques semaines, qui montrent que les défaillances d'entreprises sont sur des sommets historiques. Et qui paye la facture? Ce sont notamment les PME, les TPE, les très petites entreprises. Et donc derrière, il y a des salariés, il y a des familles. Vous voyez, donc c'est ça qui aujourd'hui nous fait extrêmement mal. Et quand je vois aujourd'hui le débat autour de 2-3 milliards pour voter la motion de censure ou pas, non, il faut qu'on est tous dans le même bateau, il faut qu'on regarde de l'avant et qu'on sauve l'économie française, parce que ça serait quand même triste justement d'arriver dans un scénario à la grecque. Mais plus le temps passe, plus effectivement ce risque augmente malheureusement. Juste pour revenir sur la question du travailler plus, est-ce qu'il va falloir aussi travailler plus longtemps? Hier, la gauche a tenté d'abroger la réforme des retraites et les 64 ans. Est-ce que c'est tenable dans le contexte actuel? Le problème, c'est que la retraite par répartition, c'est très simple. C'est moi ce que j'appelle du Madoff, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, comment ça se passe? Quand nous, on travaille, donc on cotise pour la retraite, non pas pour notre retraite, mais pour payer les actuels retraités. En espérant que quand nous serons à la retraite, il y aura assez d'actifs pour payer notre retraite. Ce qui est d'ailleurs de moins en moins sûr, si vous voulez, quand on voit la natalité qui s'effondre. Donc ce qui veut dire que ça marche que si j'ai beaucoup plus d'actifs que de retraités. Donc jusqu'aux années 70-80, il y avait 3,4 actifs pour un retraité. Maintenant, il n'y a plus que 1,4 actifs pour un retraité. Donc il n'y a pas besoin d'être grand mathématicien pour comprendre que ça ne fonctionne pas. Chaque année, l'État débourse 30 milliards d'euros juste pour combler le trou des retraites des fonctionnaires. 30 milliards d'euros. Donc la retraite, elle est déjà en déficit chaque année de 30 milliards. Après, il y a la retraite privée. Là, bientôt, ce sera 10 à 15 milliards de déficit par an. Donc ça explose. Donc là, oui, si on travaille moins, ça sera encore plus dramatique. Et le problème de la France, c'est quoi? C'est qu'on quitte les études de plus en plus tard. On fait pléthore de bac plus 5, parfois qui malheureusement sans aucun débouché. Et puis après, quand on arrive à 50, 55 ans, on vous dit « Ah ben ça y est, vous êtes trop vieux ». Donc il y a des pré-retraites, etc. Ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut aujourd'hui, là aussi, un plus grand pragmatisme, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va falloir aller plus loin que les 64 ans encore pour sauver le système de retraite? Alors moi je pense qu'il faut deux choses. Déjà, il faut encore une fois donner le choix aux Français. Ceux qui veulent travailler plus longtemps, pourquoi pas. Ceux qui veulent travailler moins longtemps, ok, on ajustera à ce moment-là. Et également, il faut aider la retraite par répartition, parce qu'on appelle une retraite par capitalisation, ça veut dire où nous-mêmes, on va pouvoir cotiser, défiscaliser d'un point de vue des impôts, donc, pour notre retraite à nous, pas celle des actuels retraités, pour notre retraite à nous, et ce qui permettra d'ailleurs d'avoir des fonds d'investissement sur le long terme, qui pourront également financer l'investissement des entreprises, notamment l'innovation. Donc, vous voyez qu'on gagne à tous les coups, j'ai envie de dire. Donc c'est extrêmement important de moderniser l'économie. Tous les pays dans le monde l'ont fait. Alors je sais qu'on est français, on est mieux que les autres, mais quand même, vous voyez, on ne peut plus continuer comme ça. Le village d'Astérix, ça c'est dans la bande dessinée. Dans la réalité, c'est complètement différent. On ne peut plus continuer comme ça à croire qu'en travaillant moins, en partant à la retraite à 60 ans, on va faire comme avant. Ce n'est pas possible. Ça peut être un choix politique. À ce moment-là, on va s'appauvrir. C'est exactement ce qui se passe. Vous savez, la France, en termes de PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse qu'on crée par habitant en France, au niveau mondial, dans les années 90, au début, on était 11e, en 1990, 11e du monde. Vous savez combien on est aujourd'hui? 25e. Ça veut dire qu'effectivement, on est en train de se déclasser, et c'est ça qui est très dangereux pour la France. On ne veut pas quand même laisser ça à nos enfants, à nos petits-enfants. Il faut moderniser l'économie française, il faut sauver l'économie française, sinon malheureusement, le risque grec est de plus en plus probable. Du point de vue économique, sans rentrer dans le débat politique, mais de votre point de vue d'économiste, est-ce qu'on peut se passer d'immigration? Alors, encore une fois, l'immigration, je vais dire, il y a deux enjeux. Soit c'est de l'immigration qui permet justement avec une intégration ensuite, donc qui est positive et qui répond à des besoins, donc une immigration sélective entre guillemets. Et là oui, très bien, mais sinon c'est clair qu'aujourd'hui on voit bien que ça ne fonctionne plus. Il y a des problèmes d'intégration, des problèmes sociétaux qui sont là. Et encore une fois, moi je viens d'ici HLM d'Orly, donc j'ai grandi avec cette immigration globalement. Et à l'époque c'était jouable. Aujourd'hui on voit bien que c'est très dangereux, que ce n'est plus maîtrisé malheureusement. Donc si c'est pour effectivement faire de l'immigration mais avoir une augmentation du chômage, je vois pas quel est l'intérêt. Vous savez qu'aujourd'hui on a un taux de chômage, si vous regardez toute la population au chômage, pas que la catégorie A, on est à 16,5% de taux de chômage global. Donc ça veut dire qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre.
Ça veut bien dire que globalement, il y a un problème d'allocation de cette main-d'œuvre. C'est comme pour la dépense publique. On a beaucoup de dépenses publiques, mais ça ne fonctionne pas. Donc il faut réallouer complètement. Donc je pense que pour l'instant, ce n'est pas la solution. Quand on mesurera bien que nous aurons une croissance à 3 ou 4% par an, peut-être qu'on pourra le voir. Mais pour l'instant, ce n'est pas la bonne solution. Un dernier mot, est-ce que vous pensez que la France peut encore redresser la barre quand vous voyez les difficultés à se mettre d'accord sur un budget à 60 milliards? Vous savez, ça fait des années que j'ai rencontré tous les dirigeants politiques français et je leur ai toujours dit, il faut réformer la France dans la douceur, sinon on devra le faire dans la douleur. Et malheureusement, je pense que maintenant, voilà, on arrive au cas là, on est dans la douleur. Ah oui, c'est-à-dire que je pense qu'on doit toucher le fond de la piscine pour pouvoir redémarrer. Parce qu'en fait, on le voit bien, tant qu'on n'a pas compris ce qui nous arrive, nos dirigeants ne prennent pas les bonnes décisions. Par contre, quand on va toucher le fond de la piscine, qu'on ne pourra plus faire la planche à billets, etc., le quoi qu'il en coûte et autres, alors là, à ce moment-là, il faudra prendre les bonnes décisions. Ça sera dans la douleur, mais je suis confiant quand même. La France est un grand pays, on s'en sortira quand même. On va terminer sur cette note positive. Merci Marc Toiti, merci beaucoup pour votre éclairage et d'avoir été notre invité. On va parler du débat politique autour de la censure tout de suite dans le club.